Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul à m'être trompé sur le business plan. Il faudrait que je le recherche d'ailleurs. Ça devrait être comique de le ressortir une fois à une présentation. Je ne vais pas m'attarder sur ce que le choc fait. Je pars du principe, la plupart d'entre vous connaissez la société. Et la question qui m'a été posée était plutôt, après 14 ans, que reste-t-il de la start-up? Que reste-t-il des réflexes de la start-up? Donc, juste pour poser le cadre aujourd'hui, donc, ça fait 14 ans qu'on est là. On est numéro 1 sur ce marché qui a un sein duopole suisse avec nos amis de Coop, duquel nous avons 2 tiers. 150 millions de chiffre d'affaires. Ça a l'air grand comme ça, mais c'est petit dans le marché dans lequel nous sommes, qui est celui de l'alimentaire. Un des rares modèles profitables dans le monde, malgré la cherté du coût de la main-d'œuvre en Suisse. Donc on a très souvent des contacts avec l'étranger, puisqu'ils ont de la peine à comprendre pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire marcher ceci en Suisse, alors qu'en Allemagne ça ne marche pas, aux États-Unis ils sont très attardés par rapport à nous. Pas que sur cet aspect d'ailleurs. Et donc, depuis 14 ans, on nourrit un réseau international pour se suivre, pour se copier, pour s'inspirer. 310 000 clients uniques. Alors, ces clients, on décrit ici clients, alors peut-être qu'on devrait à un moment donné parler de communauté, si on arrive à la structurer, si elle est structurable. 2 centres de confection, donc au niveau de la structure, il faut vous imaginer qu'on a 2 fois un stade de football où il y a plein de produits dedans et des gens qui bossent pour vous livrer. Par jour, on livre l'équivalent de 160 tonnes de marchandises. C'est le poids d'un Boeing 747 tous les jours, plein, coupé en petits morceaux, mis dans des cabas et livré à 3000 ménages suisses. Voilà, ça c'est le job qu'on doit faire. On se lève chaque matin pour le faire. Pourquoi on n'est plus une start-up? Et là, j'ai essayé d'exprimer cet après-midi, en fait, je me suis posé la question, pourquoi on n'est plus une start-up? Il y a une forme de tension, en fait. Responsabilité contre expérimentation. Responsabilité de quoi? De livrer ces 160 tonnes tous les jours. Donc c'est ça qui occupe notre esprit par rapport à essayer des nouvelles choses qui, elles, feraient prendre un risque sur les opérations quotidiennes. Héritage par rapport à nouveauté, alors c'est ce qui était pratiquement le plus difficile dans la mutation de cette société de 10 personnes à 220 personnes, c'est qu'on est des toxicos d'une nouvelle idée. Et au bout d'un moment, ça devient l'ennemi de l'entreprise d'avoir une idée par semaine, parce qu'on bouche le pipeline de la boîte avec des nouvelles idées, alors qu'on a un job à faire qui, lui, demande des ressources, demande de l'attention. Et donc ça, c'est pratiquement un des paradigmes les plus difficiles à gérer en tant qu'entrepreneur qui est parti de 0 à 150 millions, c'est d'aller à un moment donné ou freiner ou trier la bonne idée. Mais en tout cas pas de continuer à alimenter le pipeline avec des nouvelles idées. Passer d'une bande de copains à une organisation est une transition difficile. Est une transition qui passe parfois aussi par la douleur, passe par le licenciement de ses amis du départ, par reconnaître à quel moment certaines personnes ont atteint leur niveau d'incompétence, aussi par peut-être à un moment donné le directeur général aussi a atteint son niveau d'incompétence. Donc c'est pas évident que la bonne personne pour 50 millions de chiffre d'affaires soit la bonne personne pour 150 ou soit la bonne personne pour 1 milliard. Je ne pense pas être la bonne personne pour 1 milliard. On doit se poser des questions d'organisation, donc de la bande de copains à un organigramme. J'ai mis longtemps d'ailleurs à dessiner un organigramme. Du système D au processus, donc caractéristique de la start-up, c'est chaque matin il faut improviser. Lorsqu'on a 220 personnes et 160 tonnes à livrer tous les jours, l'improvisation est dangereuse. Et donc, il faut être beaucoup plus rigoureux dans la manière dont on travaille et garder une certaine flexibilité mentale, mais on ne peut pas faire du dépannage permanent.
Comme vous savez, nous sommes adossés au groupe Migros depuis 6 ans maintenant. Donc sur les 14 ans, seulement depuis 6 ans, des fois les gens l'oublient. Et il y a des privilèges à cela. Hein. Donc je suis assez content de ne plus être une start-up. Donc les privilèges, c'est le capital. Il est évident qu'avoir accès à une grosse manne de capital donne essentiellement une liberté de projet. Nous avons la possibilité, la capacité matérielle de faire des projets, de faire l'expansion. Ça, c'est agréable. Évidemment, la réputation, s'adosser à une marque qui a 80 années d'histoire, c'est plus simple que de se créer ça. Même si le shop a fini par être une marque. Nous avons 60% de reconnaissance spontanée. Mais la réputation ouvre des portes, le pouvoir de négociation, on est dans un métier, comme l'a rappelé Xavier, je me bats pour gagner 5 centimes sur les plaques de chocolat, si seulement. On est dans un métier où c'est la masse qui compte, et donc il faut pouvoir acheter pas cher et vendre un tout petit peu plus cher. Ce qui est devenu difficile depuis une année. Les synergies, il est évident que si on s'adosse à un groupe de 27 milliards, on va trouver des synergies, par exemple, dans la négociation des cartes de crédit, des commissions de cartes de crédit, dans la mécanisation, dans peut-être l'informatique, dans le réseau, etc. Et finalement, ne plus avoir de soucis de fin de mois et de bouclage, je vous garantis que c'est très confortable. Ayant moi-même vécu, à l'âge de 30 ans, j'étais CEO, on était 70, j'ai appris mon licenciement ainsi que la fermeture de la société par voie de presse, et j'avais 20 jours pour trouver 10 millions de francs suisses et sauver la boîte. Voilà. Ça, c'est agréable de ne plus avoir ce genre de situation. En tout cas, ma femme est très heureuse depuis que j'ai plus ce genre de soucis. Voilà. Maintenant, on a gardé un petit esprit. On a gardé un petit esprit, et j'aime beaucoup cette photo parce que le chat a survécu. Non, elle traduit deux choses. Elle traduit d'une part la témérité nécessaire à la start-up, et je l'ai entendu chez l'interlocutrice d'avant, qui je trouve qu'elle traduisait cette âme. On va s'attaquer au cabinet de conseil et on s'en fout. Donc, en gros, c'est ce que Shai dit, on s'en fout. Et donc, j'aime beaucoup cette photo qui traduit quoi? Qui finalement, le shop a su garder un esprit de bande de copains, malgré les 220 personnes. Je pense essentiellement grâce à la constance de son management. Donc, moi, je suis là depuis le départ, et je pense que le directeur le plus jeune va avoir 8 ans de boîte. Donc il y a une grande constance dans le management, et les gens sortent de le shop ou bien parce qu'ils sont licenciés ou bien parce qu'ils sont morts, mais autrement ils partent pas. Ça finit par poser un problème, quoi. Le plaisir du produit, ça a l'air très très con de le dire, le plaisir du produit, mais moi-même j'ai commencé mes classes chez Procter & Gamble. Donc une énorme société, mes collègues viennent de chez Nestlé, Citibank, etc. Et en fait, dans ces grands groupes, on oublie le produit. On se concentre finalement sur les jeux d'échecs internes à la société, mais on oublie le plaisir du produit. Et chez le shop, on a gardé ce plaisir d'apporter un produit qui tienne la route, qui soit innovant, qui soit marrant, qui marche, qui fonctionne. Donc, de ce côté-là, on est presque un peu ingénieur. La prise de risque, illustrée par le CATS, là, c'est en contradiction avec ce que je vous racontais avant, sur assurer la production, assurer que le quotidien fonctionne, etc. Mais il faut continuer à avoir un certain élan pour prendre des risques et innover. On a quand même le privilège et la chance de ne pas être coté en bourse et que notre groupe ne soit pas coté en bourse, ce qui enlève le stress trimestriel de raconter des bêtises à la presse. Le système S, je suis passé du système D au système S, donc rester quand même orienté solution.
ce qui implique de continuer à travailler en équipe et non pas un département contre l'autre, marketing contre finance, etc. Donc ça, c'est un esprit qu'on a su garder. Et très important, et en lien avec la thématique qui est abordée aujourd'hui, et je pense que c'est un privilège de la culture que nous avons développée, garder un regard vers l'extérieur. Ça a l'air de nouveau très bateau, mais combien de sociétés finalement opèrent centrées sur elles-mêmes, centrées sur leur petite bagarre entre départements. Regardez l'énergie que les gens peuvent... Les gens pensent qu'envoyer un mail, c'est du boulot. Ce n'est pas du travail. Un mail n'est pas du travail. Ce que je dis à mes équipes. On s'en fout du mail. C'est pas un travail. Un travail, c'est si le contenu du mail a été exécuté. Et donc, le shop a gardé un réseau mondial. Donc, du Japon à Seattle, on va voir le projet Amazon Fresh à Seattle sur un email à Jeff Bezos. Son équipe est venue 2 fois nous voir nous. On va en Angleterre dans 3 semaines. On regarde ce qui se passe en Allemagne. On a des liens étroits avec Auchan, puisque il y a 14 ans, on leur avait filé la solution informatique, etc. Voilà. Il ne reste pas 5 minutes 5 minutes. 2-3 exemples concrets donc d'innovation, de prise de risque. Alors, combien d'entre vous ont un iPhone? Bon. C'est bon, vous avez ça, mais maintenant on fait comme ça. On sortait les piquets. Non, mais ça, c'est un iPhone. Donc, le brief que j'ai donné à l'équipe IT était assez simple. C'est vous devez me faire un supermarché sur 3,5 pouces. La cliente doit arriver à mettre 62 produits dans son panier. Choisir dans un assortiment de 10 000 produits. Faire ça en moins de 12 minutes. Être plus rapide que le web. Et avoir une expérience d'achat qui soit agréable. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ça a l'air trivial maintenant, mais lorsque j'ai donné le brief IT, il y en a un qui a claqué sa veine, l'autre qui s'est suicidé, le troisième s'est immolé sur le passe de parc. Maintenant, où s'est située la prise de risque? La prise de risque s'est située dans le choix technologique et le choix de principe. Lorsque j'ai vu les premières applications iPhone qui étaient client-serveur, elles me rappelaient furieusement l'Internet des années 90, où à chaque clic on attendait 3-4 secondes, et j'ai dit on n'a aucune chance de remplir un panier de 62 produits si quelqu'un doit naviguer et à chaque fois cliquer et attendre 3 secondes. Donc on a trouvé une start-up à l'ETH, à Zurich, qui avait une solution de synchronisation offline. Donc on a réinventé l'offline, pour ceux qui ont connu l'offline, et on a téléchargé l'entier du supermarché sur téléphone portable, et on s'est focalisé sur juste synchroniser des changements de prix ou d'assortiment. Ce qui veut dire que l'expérience d'achat était instantanée, le supermarché et l'assortiment étaient présents sur le iPhone du client, et donc ça donnait une expérience d'achat qui était unique, même supérieure au site web pour les clients qui l'utilisent. Et aujourd'hui, on fait 20% de nos commandes sur mobile. Donc en grande partie iPhone, une partie Android, une partie iPad qui commence. Et là, je vais passer, donc ensuite on a enchaîné sur Android, et là par contre c'est une prise de risque qui n'a pas payé, puisque Android fait 10% de notre chiffre d'affaires mobile. Et donc là c'était une erreur. Notre préjugé a été défié dans la mesure où le panier mobile est plus grand que le panier web. Personne n'aurait souscrit à cela, donc on revient même après 14 ans d'expérience, on se plante dans les business plans. Bon, là on s'est planté dans le bon sens, on est content. La fréquence d'achat est supérieure et la marge est supérieure. Donc le client ou la cliente iPhone est un bon client pour nous. Et la tendance est claire. Donc, vous voyez la ligne mobile qui augmente, web qui décline et le total qui augmente. Donc, je vous ai apporté une petite nouveauté. Donc, nous avons sorti l'iPad la semaine dernière. Donc, c'est une application que vous pouvez télécharger chez vous pour ceux qui a un iPad. Ah, ça c'est beaucoup. Alors, l'enquête auprès de nos clients. C'est là où il va monter la troisième main. Donc,
auprès de nos clients, il y a 36% d'iPad et à peu près encore une vingtaine de pourcents d'intention d'achat. Donc je vous montre, alors déjà, on faisait déjà du business sur l'iPad, mais par voie de browser. Donc là, je suis sur Safari, je pense que je suis lié au réseau. Donc je vous montre à quoi ressemble l'expérience d'achat sur un browser. Donc c'est tout à fait acceptable. Voilà. Donc vous voyez que c'est fonctionnel, d'ailleurs on doit avoir 3-4% du chiffre d'affaires qui passe par ce biais-là. Donc d'où vient la nécessité de se dire mais on va faire une application consacrée au lieu de faire un site adapté? C'est de nouveau un choix stratégique, c'est de nouveau une prise de risque. Au niveau financier c'est lourd, au niveau travail pour les équipes c'est lourd aussi puisque j'ai demandé le redéveloppement complet de l'ergonomie et donc on arrive à cette expérience d'achat-là, où on est en plein écran avec tous les aspects ou toutes les particularités de l'iPad. Et vous voyez, l'expérience de navigation n'a rien à voir avec un browsing. Et on est dans quelque chose de beaucoup plus sensuel, beaucoup plus naturel, et qui correspond vraiment à cette notion de finger shopping. Vous regardez, pinching, je peux même faire le pinching, je reviens en arrière. Je navigue en forme de croix, j'accède instantanément au produit puisqu'on est dans cette même logique de supermarché embarqué. Là, ça ne marche pas. Ouais. Et la recherche, bien sûr, est complètement instantanée et intelligente en fonction, au fur et à mesure que je tape, apparaissent les produits. Ça m'indique combien de produits sont déjà dans le panier. Si je vais trop vite, je peux trouver la petite roue caractéristique de l'iPad. Voilà, donc ça a l'air trivial, mais nous partons du principe que ça va nous amener à 30% de nos ventes sur iPad, sur plateforme mobile, quelle qu'elle soit. Et nous partons aussi du principe que dans les 5 prochaines années, l'aspect finger shopping, comme on l'appelle, donc sans souris, sans laptop, sera prépondérant dans les ménages, sous une forme ou une autre, que ce soit l'iPad, que ce soit d'autres devices, que ce soit le frigidaire ou quelque chose dans la cuisine. Voilà, donc ça, c'était pour l'aspect mobilité. Pour la petite histoire, je pense que c'est le supermarché sur iPad le plus évolué dans le monde. Donc c'est bien aussi de voir que la Suisse a du leadership dans ce métier-là. Qu'est-ce que je... Autre innovation, on se heurte à une barrière naturelle dans notre métier qui est de nature. L'une, c'est l'espace-temps. On ne peut pas aller plus vite que vous livrez le lendemain. C'est une question vraiment structurelle. Et la deuxième, c'est envoyer un chauffeur dans une camionnette au domicile d'une personne à un coût fixe qui est totalement incompressible. Donc on ne pourra jamais se passer d'un forfait du réseau. Et on a une contrainte forte sur la taille de la commande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer chez vous pour 60 francs. Le panier moyen chez le shop est 240 francs. Donc on se coupe à partir de là deux choses, les achats spontanés et les petits achats. Et on a cherché à résoudre ce problème et la solution que nous avons trouvée ressemble à ça. Donc le mois prochain, on ouvrira le Shop Drive. Donc vous commandez sur mobile ou iPad, vous passez 2 heures plus tard et on vous charge dans le coffre en moins de 5 minutes. Donc vous ne sortez même pas de la voiture, vous vous annoncez à une borne, vous payez à la borne et quelqu'un vient livrer votre coffre en moins de 5 minutes, autant les courses que le repas du soir, et vous repartez à la maison. Donc projet pilote à Studen, au sud de Vienne, sur l'autoroute A6. Vienne. Au sud de Vienne.
t'as mis à Vienne pour être sûr de planter ton truc, quoi. 26 000 voitures qui passent devant le site, donc on pense que ça va marcher. Il y a tous les pendulaires de l'industrie horlogère qui descendent à Berne. Et donc, on sera le premier site qui offre la livraison à domicile et drive en même temps à cette échelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention.